Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Nous sommes début 2022 et à l'instar du reste de la planète, c'est le manque de visibilité qui prévaut sur les économies africaines. Les différentes institutions financières du continent et international tablent globalement sur un taux de croissance autour de 3%. Mais au-delà de cette croissance qui est non inclusive du reste, quels secteurs et quels pays sont à surveiller durant les 12 prochains mois? Nous allons essayer d'avoir des pistes d'orientation avec notre invité du jour. Il s'agit du stratège et analyste économique congolais Alkitenge Lubanda. Il est en direct avec nous depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour à vous, Alkitenge Lubanda. Bonjour et bonne année, chers frères et sœurs. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et ce matin. Tout le plaisir est pour nous également. Alors, une question pour commencer. Globalement et sur le plan économique, comment voyez-vous les choses se profiler en 2022? Je pense que la lecture globale de l'économie en 2022 est une lecture mondialisée. Nous sommes dans une situation de crise mondiale qui a commencé par une crise sanitaire et qui a fini par impacter de manière très grave la crise économique et financière. Et comme vous le savez très bien, les économies sont très connectées et les échanges sur le continent sont relativement faibles. Et ça veut dire simplement que nous sommes très fortement sur le continent impactés par la crise économique et financière occidentale. Ce qui veut dire que malheureusement, même quand on parle de la croissance en 2022, qui se situe aux alentours de 3%, il faut quand même savoir que la croissance démographique sur le continent est entre 2 et 3% et demi, ce qui veut dire qu'en réalité, nous aurons une croissance nette de plus ou moins zéro. Une croissance nette de plus ou moins zéro. Alors, si on voit aujourd'hui la recrudescence du Covid, notamment ce variant Omicron qui panique et qui est en train de déferler sur le monde, quel impact devrait être cette recrudescence du Covid sur les économies africaines? La première des choses qu'il faut déplorer, ce n'est pas nécessairement la recrudescence du Covid dans son nouveau variant, c'est surtout la communication complètement maladroite des pays occidentaux sur la question qui provoque plus de panique que ça ne résout le problème. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il devient quasi impossible d'anticiper sur les tendances aussi bien commerciales, économiques que financières. Et à partir du moment où on perd la boussole, ça devient très difficile de pouvoir avancer. Et vous vous rendez bien compte que l'Afrique n'est pas autant touchée que l'Occident, mais du point de vue des impacts, nous sommes totalement perturbés. Regardez ce qui se passe avec la mobilité des personnes dans les deux directions et sur le continent. Regardez la difficulté et la complexité aujourd'hui sur les voyages des gens. Je reviens récemment d'Abidjan et de Lomé. Vous vous rendez bien compte que c'est devenu hyper compliqué de voyager et il y a des coûts supplémentaires, y compris ceux qui sont liés au test Covid, dans un sens comme dans un autre. Je crois simplement que nous perdons de la visibilité et ça va empêcher beaucoup de pays à pouvoir trouver des solutions internes pour être en mesure de résoudre leurs propres problèmes. C'est pour ça que vous vous rendez bien compte que l'importance des institutions comme le FMI avec les différents instruments devient beaucoup trop importante parce que justement nous n'arrivons pas à avoir des outils sur le continent qui permettent d'assurer une résilience. Nous n'arrivons pas à avoir des outils sur le continent qui permettent d'assurer une bonne résilience. Alors, cela dit, en termes aujourd'hui d'observation de la situation globale, quand on voit par secteur, selon vous, quel secteur devrait émerger durant les 12 prochains mois? Les gens pensaient que le secteur pétrolier serait en berne, malheureusement non. Le secteur pétrolier va continuer à bouger parce que, comme vous le savez très bien, les pays occidentaux n'ont pas encore véritablement décidé d'engager leur transition écologique. Et donc, malheureusement, les produits pétroliers vont vraiment continuer à progresser. Et comme on le sait très bien, la plupart des pays qui ont des nouvelles réserves ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir engranger des revenus. Quitte à savoir quel sera le niveau des prix qui sera appliqué sur le plan international. Et encore une fois, avec la tendance
de Covid en Europe et des consommations qui baissent. Donc, il y a un gros risque qu'il y ait un surplus de stock sur le marché et que les prix des produits pétroliers baissent. Le deuxième secteur qui va encore progresser, c'est celui de la demande des produits miniers à impact important sur la transition écologique, à savoir tous ces produits qui vont rentrer dans la transition écologique. Et donc, il va y avoir une forte demande. Et aujourd'hui, en tête, c'est la Chine qui fait la plus grosse demande, qui devient pratiquement l'industrie du monde et qui va effectivement impacter la démarche. Et là-dessus, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne et ça va être des choses qui vont être très dépendantes de quels sont les pays qui sont en vue. Et là-dessus, un pays comme la République démocratique du Congo est bien placé. Ça dépendra maintenant de comment et dans quel cours elle voudrait jouer. Est-ce qu'elle voudrait être fournisseur des matières premières ou est-ce qu'elle voudrait travailler au niveau de la transformation des matières premières pour s'escaler à un premier ou un deuxième niveau de transformation. Et là-dessus, encore une fois, très malheureusement, l'Afrique jouera encore le rôle de source de matières premières, ce qui n'est pas économiquement très viable et très efficace. Il est important que l'Afrique commence à penser à s'industrialiser pour être en mesure de pouvoir tirer le maximum de ses réserves. À ce propos, je rappelle que donc, selon la dernière livraison de la Banque mondiale Africa Pulse, on critiquait justement le fait que cette relance économique africaine est plus tirée par les matières premières, donc l'industrialisation est encore en retard. Alors, cela dit, vous l'avez effleuré en termes d'économie de pays africains qui devraient mener la danse de cette croissance en 2022, selon vous, quelles sont les économies à surveiller? Ces dernières années, on avait vu l'Éthiopie nous habituer à des taux de croissance à 2 chiffres. On a vu pas mal d'autres pays avec leur plan émergence faire quelques bonds sur le plan de la croissance. Mais en 2022, selon vous, quel pays devrait tirer cette locomotive de croissance? Je voudrais d'abord relativiser la notion de la croissance. Vous savez, lorsque vous avez 100 et on vous dit que vous avez fait 5%, ça veut dire qu'en brut, vous avez gagné 5 points. Quand quelqu'un a 10 000, même s'il a fait 2, vous vous rendez bien compte qu'il a gagné 200. Ça veut dire qu'en fait, la différence entre la taille des économies relativise la notion de la croissance. Aujourd'hui, en Afrique, il y a des pays qui peuvent parler de croissance. Il s'agit de 2 pays essentiellement, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud, et peut-être un petit peu l'Algérie et quelques autres pays au nord. Mais la réalité, c'est que nous devrons être en mesure de faire des bonds sur le continent pour rentrer dans une sphère où un minimum de dignité humaine en termes de revenus par tête d'habitant est assuré. Vous savez, la pauvreté n'est pas confortable pour qui que ce soit, y compris pour les Africains. Ce que nous devons être en mesure de savoir, c'est qu'il faut que très rapidement, la question du recul de la pauvreté s'arrête pour que l'Afrique apprenne plutôt à créer intensivement des richesses. Et l'Afrique a aujourd'hui les moyens de pouvoir créer intensivement des richesses et déjouer tous les pronostics qui ont été jusqu'à présent collés à ce continent. Le continent qui cohabite avec la pauvreté, qui doit faire reculer la pauvreté. Non, il ne s'agit pas de faire reculer la pauvreté. Il s'agit de faire de la pauvreté une histoire du passé. Il s'agit de créer de manière intensive les richesses pour que les gens soient en mesure de pouvoir retrouver un minimum de dignité. Vous savez, l'éducation et la santé sont des musts dans un continent, et c'est valable en Occident, c'est valable en Orient, c'est valable en Afrique. Et les miracles du Singapour, le miracle de la Chine, le miracle des pays, des tigres asiatiques, comme on les appelle, est tout à fait faisable sur le continent. Et aujourd'hui, l'une des grandes opportunités, c'est ce grand marché unique qui va se positionner sur le continent, qui va bousculer la compétitivité des pays. Et je crois simplement que le savoir-faire africain doit pouvoir se partager sur le continent pour que les échanges soient intensifs et que la capacité d'entreprendre sur le continent soit également intensive, la capacité d'investir sur le continent devienne aussi suffisante pour être en mesure de pouvoir engager un changement. Et aujourd'hui, l'une des choses qui est de notre côté, c'est les terres disponibles et donc l'agriculture. Mais pas seulement l'agriculture pour les matières premières, l'agriculture pour la transformation, pour être en mesure d'attaquer aussi bien les marchés internes que les marchés externes. Alors, vous avez évoqué la ZLECAf, on y reviendra tout à l'heure, mais avant cela, une question quand même assez générale. Pensez-vous que les économies africaines, dont on dit qu'elles ont subi le confinement des autres économies mondiales, est-ce que ces économies africaines ont réellement tiré les leçons du Covid ? C'est la question la plus importante depuis que nous avons commencé cette interview et je suis très heureux que vous la posiez. Vous savez, être préparé à une crise
est quelque chose de très intelligent. C'est vrai que la crise de Covid a surpris tout le monde, y compris les pays occidentaux, du point de vue médical et du point de vue économique et financier. En Afrique, encore pire. Nous n'avons pas été fortement touchés, mais apparemment, les pays africains n'ont pas tiré toutes les leçons de cette pandémie parce que malheureusement, les pays africains ont comme l'impression que c'est la dernière pandémie qui arrive. Non. Il en arrivera d'autres avec des impacts aussi graves que ceux que nous avons connus du point de vue de la crise de Covid-19, mais même pire. Il est donc important de tirer la sonnette d'alarme de l'Union africaine pour que les pays apprennent à titre individuel et de manière collective à avoir des plans de surveillance de l'économie continentale, mais surtout des plans de résilience. Parce que très malheureusement, comme vous avez remarqué, à partir du moment où la pandémie de Covid-19 a commencé, l'une des choses que les pays ont fait, c'est qu'ils ont fermé les frontières. Et la plupart des pays à économie extravertie ont paniqué et n'ont pas eu la capacité de s'approvisionner dans un temps record. Et heureusement que ça n'a pas duré et que la plupart des pays ont réouvert les frontières. Et là, il y a deux réponses. La première, c'est comment on fait pour avoir les stocks stratégiques dans les matières fondamentaux en termes de consommation, mais aussi comment on fait pour qu'on soit en mesure de pouvoir consommer sur le continent ce que l'on produit et produire ce que l'on consomme. Et je crois que la plus grande leçon se trouve là-bas, et la sous-leçon que l'on peut considérer, c'est un petit peu ce côté informel de l'économie africaine. On trouve dans des pays plus de 50, 60, 80% de l'économie dans le secteur informel, ce qui empêche l'État d'avoir des outils nécessaires pour être en mesure d'intervenir auprès des citoyens en cas de crise. Et je crois simplement qu'il y a des véritables leçons à prendre et l'Afrique devrait être en mesure de faire son véritable diagnostic. Et mon point de vue, c'est que ce diagnostic devrait être un diagnostic partagé afin de pouvoir partager également les leçons que l'on peut être en mesure de tirer et savoir raccourcir les échanges. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les échanges sur le continent devraient s'améliorer pour être en mesure d'inciter les investissements sur le continent pour avoir la capacité de travailler de manière fondamentale sur le continent en termes de résistance. Alors, vous l'avez évoqué aussi, hein, vous avez évoqué tellement de belles choses, Alkitenge, Lubanda, vous parliez de l'exploitation des ressources naturelles. À ce propos, on devrait assister à un passage de témoin à l'Union africaine. Le président sénégalais va prendre le relais du président congolais, donc Félix Tshisekedi. Et à ce propos, certains voient que c'est un mandat qui sera axé sur la gestion et l'exploitation et surtout la valorisation des ressources naturelles, notamment d'hydrocarbures. À ce propos, selon vous, quelle orientation à suivre? C'est vrai. Le raffinage des produits pétroliers, comme je disais tout à l'heure, est un enjeu majeur, mais vous le savez très bien, le raffinage sur le continent est une question des volumes. À partir du moment où chaque pays voudrait avoir sa propre solution, nous n'aurons pas d'efficacité. La solution, c'est d'avoir des pôles de raffinage pour avoir des quantités suffisantes pour être en mesure de pouvoir fournir sur le marché. Et sur le continent, on a les matières premières. Et ce qu'il faut décider, c'est d'avoir des entités continentales qui appartiendraient à tout le monde pour permettre d'avoir les volumes nécessaires pour faire à la fois du raffinage, mais le faire surtout à des coûts compétitifs. Sinon, nous serons très malheureusement avec des petites entités, les coûts seront plus élevés et nous serons encore malheureusement obligés de pouvoir continuer à importer. Mais je voudrais revenir sur les produits pétroliers. Il faut savoir que dans les 10 années qui viennent, les voitures vont migrer vers les voitures propres. Et donc la consommation des produits pétroliers va être un enjeu majeur de décarbonation de l'économie. Et donc, si l'Afrique ne fait pas attention, elle va être la poubelle de toutes les voitures qui ne peuvent pas être vendues dans les milieux occidentaux, qui vont être jetées ici. Et donc, nous aurons à la fois deux problèmes. Le problème des véhicules qu'il faut mettre en fin de vie, mais également le problème de la consommation la plus sale. Et donc, contrairement à ce que est en train de devenir le monde, ça veut dire un monde décarboné et propre, l'Afrique risque d'être le continent de la saleté climatique, au lieu d'être le continent de la propreté économique. Pour tout le monde sait très bien que du point de vue écologique, nous n'avons pas pollué autant que les Occidentaux. Et donc, il faut faire très attention avec cette tendance, aussi bien qu'on sait que les produits pétroliers sont une véritable ressource et que la transformer est une très bonne chose. Il faut savoir que dans les 10 années qui viennent, la demande va sérieusement baisser dans la mesure où il y a une migration écologique qui est en train de venir. Et donc, il y a de l'intelligence économique à mettre en place, il y a de la stratégie à mettre en place là-dessus. Mais à côté de ça, il y a la nourriture. L'Afrique importe énormément de nourriture de partout dans le monde. Il est donc important que l'Afrique apprenne non seulement à
produire de manière intelligente, mais surtout à produire de manière intelligente et à stabiliser la nourriture pour être en mesure de la bouger sur le continent de manière tout à fait efficace. Et là-dessus, je pense qu'il y a un travail énorme à faire. C'est une leçon importante que la pandémie de Covid nous a donnée. Alors, l'autre point inévitable, en tout cas actuellement, c'est la ZLECAf, 1 an presque jour pour jour après son entrée en vigueur. Pensez-vous réellement qu'on est sur la bonne voie? On est sur la bonne voie et je pense que de plus en plus d'Africains, aussi bien en leadership que les citoyens, commencent à comprendre l'intérêt. La pandémie de Covid nous a justement démontré que nous étions une entité unique, que nous avions les mêmes défis, que nous devrions développer les mêmes solutions, aussi bien que je le disais tout à l'heure. Par exemple, sur le continent, ici en République démocratique du Congo, le gouvernement a finalement fait le pas de la signature de la convention pour la route rail entre Brazzaville et Kinshasa. Comme vous savez très bien, cette transnationale permet de relier la Libye à l'Afrique du Sud, à Cape Town. Ça veut dire qu'en réalité, l'un des points de transition qui manquait va être fait finalement et les travaux vont devoir commencer. À côté de ça, de plus en plus de pays commencent à échanger. Vous voyez cette route qui se met entre l'Ouganda et la RDC, entre le Congo-Brazzaville et le Cameroun, et on commence à avoir cette mobilité. Mais rappelez-vous, on a quand même 10 ans pour être en mesure d'arriver du point de vue des infrastructures et du point de vue de l'ouverture sur les résultats que nous voulons. Et en parallèle, vous vous rendez bien compte qu'en Afrique de l'Est, les pays s'associent de plus en plus. Il y a la RDC qui a été fondamentalement admise dans la zone économique de l'Afrique de l'Est. Il y a de plus en plus d'échanges dans cette zone du point de vue terrestre. Et je crois que le plus grand ralentisseur, encore une fois, c'est cette pandémie de Covid. Mais du point de vue du besoin et de l'acceptation, la ZLECAf a fait tous les débats nécessaires et les Africains sont de plus en plus prêts à pouvoir avancer. Alkitenge Lubanda, expert, donc analyste économique et stratège, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Kinshasa pour nous dresser donc les grandes tendances économiques de 2022 sur le continent. Merci à vous et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonne année encore une fois. À vous aussi et à tous nos téléspectateurs. Je vous souhaite une très belle journée sur Média 1 TV et bonne suite de programme. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne suite de programme sur Média 1 TV.